quand tu arrives et que tu dis que tu veux faire un film de comédie, un divertissement pour la jeunesse et la famille avec des serpents et des scorpions, je dis bon, ok, mais comment et pourquoi? Donc après, bon, les designs ont assez vite convaincu, mais c'était pas gagné d'avance. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. Être sincère avec son projet et pas écrire ou concevoir un projet pour le marché en se disant tiens, c'est la tendance, je vais le faire parce que bien sûr que ça peut marcher et ça marche, mais je suis pas sûr que ça soit c'est pas un conseil que je recommande. We Are All Media, ce sont eux, mais aussi vous et moi, parce qu'au fond, on peut tous être un média. Et aujourd'hui, on parle de cinéma et d'animation, puisque j'accueille Franck Samuel, producteur chez la Station Animation, un studio d'animation français qui produit de nombreuses séries jeunesse pour la télévision, mais également des films de cinéma. Avec un budget de 12,5 millions d'euros, leur premier long métrage Sahara, sorti en 2017 avec les voix de Omar Sy, Louane, Jean Dujardin, a fait plus de 1 100 000 entrées en France et a bénéficié d'une diffusion mondiale sur Netflix. Parti pour faire de la finance, Franck a finalement changé de voie pour travailler dans les médias. Il nous parle du métier de producteur d'animation, des grandes étapes pour lancer un film de cinéma, recherche de distributeurs, de diffuseurs, plan marketing, mais aussi les différentes étapes techniques de fabrication du film d'animation. On discute des relations entre auteurs et producteurs et de la nécessité d'être sincère avec les projets que l'on porte. Si comme moi, l'animation et le cinéma vous fascinent, vous trouverez dans ce podcast passionnant plein d'informations éclairantes. Alors salut Franck, bienvenue sur We Are All Media. C'est avec un grand plaisir que je te reçois aujourd'hui. Plutôt c'est toi qui me reçois puisqu'on est dans les bureaux de la Station Animation, un studio d'animation français qui produit des séries d'animation jeunesse. Donc, vous avez produit par exemple l'adaptation de la BD Les Triplés ou Les Indégivrables pour la télé, mais aussi des films de ciné, puisque vous avez produit Sahara, notamment avec les voix de Omar Sy, Louane, Vincent Gastambide. Donc toi, Franck, tu es le directeur du développement de la Station Animation. Et aujourd'hui, on va parler d'animation, donc, mais aussi de cinéma, puisque c'est un média qu'on a encore peu abordé sur le podcast. Et du coup, j'ai plein de questions à te poser, mais je te propose de commencer par le commencement, à savoir ton parcours. En fait, la première question que moi, je voulais te poser, c'est comment on en arrive à devenir producteur ? Merci Simon. Je suis ravi de participer à cette interview. Alors comment est-ce que je suis devenu producteur et comment est-ce que j'ai voulu être producteur? Ça n'a pas été immédiat, ça a été assez récent. C'était autour de quand j'avais 20 ans et que je faisais ma licence à Londres. Moi j'ai plus un parcours un peu de business, j'ai fait plusieurs écoles de commerce. Et quand j'ai fait ma licence à Londres, j'étais assez proche du milieu financier de par des amis et des relations. Et j'ai vu que le business un peu pur, même si c'est assez large, m'intéressait, mais trouvait assez vite ses limites, de mon point de vue. Et je me suis rendu compte que je lisais quand même un peu plus de magazines autour du cinéma que les Tribunes ou que Financial Times. Donc j'ai fait un peu mon coming out en me disant bon, est-ce que c'est vraiment ce que t'aimes ou c'est pour faire plaisir à papa que tu as fait une école de commerce. Et donc voilà, j'ai décidé de faire ce qui me plaisait, c'est-à-dire de travailler dans l'audiovisuel et le cinéma. Donc en fait au début c'était plus t'étais attiré par tout ce qui était ciné, ciné, création, mais sans savoir exactement ce que t'allais faire dedans. Complètement. Avec un background un peu business quoi. Ouais. Ok. Et là je me suis dit je vais être scénariste, je vais être réalisateur et puis en fait rapidement je me suis rendu compte que c'était pas la bonne idée parce que je savais que j'avais pas forcément le talent pour écrire et raconter des histoires. Et au vu de mon parcours, je me suis un peu renseigné et j'ai rapidement compris que le businessman, vulgairement dit, du cinéma ou du visuel, c'était le producteur. Et j'ai vu que plusieurs écoles de commerce proposaient notamment des spécialités en master de management des médias qui permettaient
après d'intégrer soit une chaîne télé, un distributeur ou d'être producteur. Et là, je me suis dit, banco, c'est un peu cohérent avec mon parcours, mon premier cycle et mon envie. Et c'est comme ça qu'après, j'ai intégré Kedge, qui à l'époque s'appelait Euromed, et que j'ai fait un master en médias. Ok, et quand tu fais ce master, à la sortie de ce master, tu fais quoi, un stage, c'est ça? Ouais, on commence par des stages. Hein. Donc j'ai commencé par un premier stage au sein d'MK2, qui est une super porte d'entrée parce que MK2 c'était un espèce de mini studio avec un système intégré d'un point de vue vertical. Donc à l'époque, en tout cas, c'est plus le cas maintenant, je crois, mais ils produisaient, ils distribuaient. En salle, ils vendaient à l'international. Que du film ciné ou ils faisaient que du film ciné. Que du film film ciné. Ils éditaient à travers des coffrets la vidéo. Et ils lançaient même aussi à l'époque de la VOD. Enfin, ils tentaient de faire un service de VOD. D'accord. Donc c'était assez complet. Et en tant que stagiaire, j'ai pu aller un peu dans chaque département, même si moi j'étais attitré à la vidéo, au marketing. J'ai pu aller un peu dans chaque département, voir un peu comment ça se passait. Donc ça a été. C'était au moment, quand tu dis la vidéo, c'était au moment des DVD, c'est ça, hein C'était au moment des DVD, c'était DVD. Oui, c'était en 2008 alors. Ouais, le marché périclitait déjà. Mais l'avantage de MK2, c'est qu'ils avaient des films un peu cultes, des choses de coffret, etc. Du coup ils étaient moins impactés vu que c'est des films cultes qu'on offre, des films qui restent, qu'on aime bien se passer de génération en génération, et ils proposaient des coffrets autour d'un réalisateur et autres, donc ils étaient moins impactés, mais ça a été une super première expérience qui a confirmé un peu mon choix. Et donc là tu vois le côté plutôt entre guillemets marketing, puisque tu es plutôt côté vidéo, donc tout à fait. T'es ni dans la prod ni dans la création en tant que telle. Tu te dis à ce moment-là que c'était une première expérience et tu as envie de voir autre chose, ou tu continues, tu te dis je vais continuer, je sais faire ça donc je continue? C'est quoi à ce moment-là? Tu te dis quoi? Non, je vois le bureau de prod je me rappelle en plus physiquement par la fenêtre de mon bureau. Donc je les regarde souvent, je les vois rentrer des costumes et autres parce qu'ils avaient un côté bureau de tournage intégré. Donc je les vois, je les envie, je me fais pote avec un stagiaire de la prod qui me raconte beaucoup de choses. Donc même si je suis très heureux au marketing, qui me permet de voir beaucoup de films et de découvrir aussi beaucoup d'auteurs que je connaissais pas au sein de MK2, je lorgne sur la prod tout au long de mon stage en me disant ça m'intéresse. Qu'est-ce qui justement quand le stagiaire ou les gens t'en parlent, ce que t'en vois, qu'est-ce qui t'intéresse à ce moment-là? C'est le côté je mets les mains dans le cambouis? C'est le côté au plus près de la création, c'est le côté script, c'est le côté fabrication du film. Fabrication du film. Tout à fait, Ok. Et donc, à la suite de ça, j'imagine, tu refais quoi? C'est quoi ça? T'as un deuxième stage après? Comment ça se passe? Après, oui, on revient un peu en école, on refait une année et on a un dernier stage un peu plus long à faire, qui est entre guillemets un peu un stage plutôt décisif, qui peut déboucher sur un emploi. Et là, je me tourne vers TF1. Je me tourne vers TF1. Je tente plus de choses et TF1 est le stage à ce moment donné qui m'intéresse le plus parce que c'est un stage au sein de la VOD. Et déjà à travers mon parcours de vidéo, il y a une espèce de cohérence et à cette époque où Netflix n'existait pas encore, on l'oublie. 2008, ils se sont lancés en 2006, je crois, aux États-Unis. Mais en France, effectivement, ça n'existait pas. Tout à fait, ça n'existait pas, mais on commençait à en entendre parler. Il y avait le spectre de Netflix qui arrivait. Et je sens un peu le truc porté. Et d'ailleurs, je fais mon mémoire sur la VOD. Et je fais ce stage qui a été très très formateur aussi dans le département de Pascal Le Chevalier, qui avait monté ce département un peu de toutes pièces, qui connaissait bien la maison à l'époque. Et voilà, très formateur aussi avec des activités de marketing, des activités de relations avec les ayants droit, des activités aussi avec d'autres plateformes comme iTunes. Voilà, c'était un petit peu le début, donc il y avait beaucoup de problèmes aussi techniques. Donc on était beaucoup en liaison avec notre département software. Et je me rappelle qu'on avait beaucoup de problèmes techniques.
Ouais, on se rend pas compte, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans. Non, c'était un peu la préhistoire de la plateforme VOD. Hein. Ouais. Évidemment, quand on voit maintenant la fluidité des choses. Et puis moi, pour travailler dans le streaming, je sais à quel point, même encore aujourd'hui, c'est complexe. Ouais. Et c'est vrai que les gens regardent YouTube, ils regardent Netflix, en fait, ils cliquent et ça joue directement. Mais parce que derrière, il y a des milliards d'investissements et il y a une techno incroyable. Et en fait, pour eux, c'est dû maintenant, en fait, que quand on clique sur Play pour regarder une vidéo, ça doit se lancer automatiquement. Et en fait, derrière, c'est très complexe, Clairement. même encore aujourd'hui. Donc, j'imagine même pas en 2008. Ouais. Et à l'époque, en 2008, il y avait Watt TV aussi chez TF1. Ouais, tout à fait. Tu gérais ça aussi ou pas? Non. Et ben ça, pour le coup, c'était le département web qui le gérait. Et on commençait, et du coup, forcément, il y avait une forme de concurrence. Mais c'était pas nous, ça, ouais. Et à l'époque, TF1 VOD, c'était uniquement du film à la location. C'était film location, et il y avait de l'achat. Et il y avait de l'achat aussi, ouais, ok. Ouais. Et donc là, ça permet à la fois d'élargir ton scope, parce qu'il n'y a pas que du ciné, il y a aussi de la télé, j'y mets peut-être un peu des téléfilms qui sont sortis en DVD, ou de l'animation peut-être, ou ce genre de choses. Oui, alors je me souviens plus vraiment du catalogue, c'était assez vaste, mais il n'y avait pas de série à l'époque. Ah ouais, il sortait non, pas il n'y avait pas de série, peut-être des téléfilms, mais pas de série. Ouais, donc c'était quand même assez restreint. Ouais, c'était très restreint. Et du coup, par contre, ça te permet effectivement d'intégrer une grande maison qui est la maison TF1. Ouais. Une grande industrie. Enfin, MK2, c'est gros aussi, hein, mais TF1, quand on bosse dans les médias, c'est quand même... C'est quand même, voilà, c'est un nom et c'est pareil. Et, j'avais aussi accès à plein d'autres départements. Donc ça te nourrit aussi indirectement et tu commences à comprendre une partie des rouages des médias qui sont très complexes et qui évoluent. Mais à l'époque, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et même si j'étais encore assez éloigné de la production, j'étais quand même très content de ce stage. Et ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres producteurs. Ah ouais? Ouais, à travers des avant-premières auxquelles aussi j'avais un peu accès parce qu'on était invités. Et voilà. Donc là, ok, donc tu continues tu te fais ton idée toujours sur ce métier de production, mais sans vraiment encore y mettre les pieds. Non, ouais. Et ok, et à partir de là, après ce stage, qu'est-ce que là tu dis quoi? Tu dis il faut que je trouve un boulot. Après ce stage, il me propose d'être embauché, mais au département des études marketing antenne. Rien à voir. Voilà, encore plus éloigné de ce que je voulais faire. Moi, je me renseigne un peu sur l'entité de production de TF1 et attends que je me rappelle à l'époque, est-ce qu'il y en avait une? Parce que maintenant c'est TF1 Studio, ils ont tout rassemblé, mais à l'époque il y avait TF1 Production, non? TF1 Production, il y avait TF1 International aussi qui gérait les droits. Qui gérait les droits et les ventes. Mais il n'y avait pas de place, donc il me propose quelque chose qui m'intéresse vraiment pas, donc je pars. Entre-temps, comme je dis, j'avais rencontré quelques producteurs. Je savais qu'ils avaient aussi un petit peu besoin d'aide, ils avaient besoin au développement, mais c'était pas du concret, donc je prends quand même le risque de dire non à TF1 et de partir. Je reste peut-être un mois, c'était il y a 10 ans pile d'ailleurs, un mois, voilà, janvier, comme ça, à essayer de relancer, et ça finit par payer. Donc je rencontre les producteurs de la station animation, d'accord, qui ont un tas de projets et qui ont besoin d'aide. Okay. En parallèle, je rencontre une autre productrice qui s'appelle Caroline Desnaud, qui avait travaillé à TF1 International à la direction du business affaires, qui a aussi monté sa structure de production de films live, avec l'intention de produire des films hispanophones. Des films un peu d'auteur et autres, et elle a aussi besoin de quelqu'un, donc tout ça se met bien en place, et j'arrive à travailler à mi-temps avec ces deux sociétés en tant que chargé de développement. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que effectivement j'ai l'impression que c'est beaucoup des rencontres, enfin c'est principalement que des rencontres et du réseau pour travailler dans les médias. Et là, c'est le cas, c'est-à-dire que tu fais des rencontres à la base dans ton activité et autres, et en fait c'est en discutant avec ces gens-là que tu te crées un peu le poste quelque part, quoi. Complètement. Tu vois, la station animation, donc où je suis encore, je les ai rencontrés via une productrice que j'avais rencontrée, qui est Véronique Zerdoun, qui maintenant travaille chez Tabo Tabo.
Film, qui est productrice, que je vois encore et que je salue si un jour elle m'écoute, parce que voilà, elle savait qu'ils avaient besoin d'aide, donc je les ai pas rencontrés directement, il y a eu un intermédiaire. Oui, il y a un intermédiaire, mais donc c'est beaucoup de réseaux. Je pense que les mails envoyés, bien sûr, ça peut payer, mais il y en a tellement que malheureusement il faut qu'il y ait un petit truc en plus. Et à ce moment-là, tu vends quoi? Parce que tu n'as jamais eu d'expérience en prod. Tu vends quoi quand tu vas... Je peux vous aider, vous avez besoin d'aide, mais qu'est-ce que tu leur vends quelque chose ou tu vas au culot en disant je vais apprendre oui, non, t'as pas grand-chose. Enfin, j'avais quand même, à travers mes stages et mon master et les études, j'avais quand même une toute petite vision à hauteur d'étudiants stagiaires du milieu quand même. Et pendant nos cours, on avait beaucoup d'intervenants, donc on était entre guillemets semi-pro tout de même. Donc ouais, je leur vends premièrement de l'énergie, de l'enthousiasme. Une énergie débordante et un enthousiasme débordant et aussi quand même je savais de quoi je parlais à travers un poste d'assistant prod ou chargé de développement, c'était un peu à cheval. Je connaissais les besoins d'un producteur et d'une boîte de prod. D'accord. Clairement, développer des projets, être en relation avec le CNC pour aller chercher des aides, etc. J'avais passé beaucoup de temps sur le site du CNC pour déjà comprendre en amont comment ça se passait. Donc, en tout cas, je donnais l'impression de savoir un petit peu de quoi je parlais. Enfin, j'avais beaucoup préparé. Et ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, donc, tu cumules 2 jobs en fait en même temps. Ouais. En gros, c'est que tu bosses à mi-temps dans une boîte d'animation et à mi-temps dans une boîte qui fait du film live. Ouais. Donc, même 2 secteurs, enfin 2 créations assez différentes, 2 genres assez différents. Et comment ça se passe quoi? Tu fais comment? Écoute, c'est très différent et très similaire à la fois. Au début, je fais 2 jours, 3 jours. Et rapidement, je me rends compte que ça marche pas parce que décrocher pendant 3 jours plus le week-end, c'est-à-dire 5 jours, et revenir, il y a une vraie coupure. Ouais. Plutôt que tu te remettes dans le bain, que tu te fasses débriefer par la productrice de ce qui se passe, tu perds du temps. Donc je fais ça pendant 1 ou 2 semaines et après, je fais matin après-midi. Matin dans une société. Et comme ça, tu es présent dans chaque boîte. Ouais. En fait, tu as une impression et ils ont une impression de plein temps. Okay. Après, toi, ça te demande beaucoup plus d'efforts et d'énergie. Ta pause déj, tu la passes dans les transports. Mais du coup, tu es plus au fait et du coup, c'est mieux. C'est mieux pour tout le monde. Est-ce que des choses que s'il y a des synergies, c'est-à-dire des choses que tu mets en place dans une société que tu peux remettre en place dans l'autre, ou des contacts que tu fais avec une société que tu réutilises dans l'autre, ou clairement, ça a aussi été un gros avantage. C'est que avec la Science Picture et Caroline Desnaux, je crois que j'ai beaucoup appris plus sur le côté business et financement. Gérer les plans de financement, l'ingéniosité des plans de financement, ce genre de choses, et aussi côté budget. Et la station animation, au début, j'ai peut-être beaucoup plus appris sur l'artistique et la lecture des scénarios, qui finalement est, on peut croire que c'est facile, mais c'est extrêmement complexe. Et du coup, voilà, les 2 boîtes m'apportaient une spécificité, je m'en servais pour l'un et pour l'autre. Et je pense que du coup, c'était apprécié. Et j'ai très vite progressé grâce à ça. Ouais, enfin, 2 jobs en un, c'est quand même effectivement un accélérateur. Et donc, dans ces premiers jobs, quand tu commences à poste un peu d'assistant de prod, c'est ça, en quelque sorte. Donc, c'est principalement, tu dois chercher des budgets pour des programmes. C'est un peu les grosses tâches. Il y a beaucoup d'administratifs, je crois, mais pas que. Il y a de l'administratif. Il y a aussi, t'es en première ligne pour lire les scénarios qui arrivent par la poste parfois ou par mail. Donc tu fais un premier filtre. Premier filtre, voilà, pour évidemment peut-être des auteurs un peu inconnus, quoi. Donc beaucoup de lectures, beaucoup de fiches de lecture. Après, beaucoup de dossiers CNC pour des aides au développement, aides à l'écriture. Je fais un petit arrêt sur le CNC. Quand tu dis les subventions, c'est quoi? Il peut aider de 2 façons, c'est-à-dire qu'il y a une aide pour l'écriture, donc là c'est quand tu développes ton projet avant de le présenter à des chaînes, où là ils peuvent te donner des moyens. Et c'est quoi? Et la deuxième aide, c'est alors en fait ça dépend si on parle de séries, si on parle d'animation, si on parle de cinéma, il y a plusieurs choses, mais en gros oui, tu as souvent une aide
d'écriture qui est pour les auteurs qui peuvent le demander directement. Tu as une aide de réécriture, et là, c'est quand tu as déjà un producteur et que tu accompagnes, et donc tu as une somme pour cette réécriture. Et après, tu as une aide au développement au sens plus large, où là, ça peut comprendre un pilote, où ça va un petit peu plus loin, quoi. Donc, mais par contre, ça intervient. T'as pas de deal avec une chaîne ou non. Ok. Non. Ça, c'est des aides qui permettent au producteur de minimiser son risque. Okay. Parce que le risque d'un producteur, il est tout au long de la prod évidemment, mais il est en amont. C'est-à-dire que les premières sommes des droits d'option de bouquins, les premières échéances d'écriture, de paiement ou de droits graphiques, quand il y a du graphisme, faut que tu puisses les sortir. Et quand une jeune boîte de prod et que tu n'as pas encore de fonds de soutien ou de COSIP que tu peux débloquer plus facilement, tu es obligé d'aller voir ces guichets qui sont de l'ordre du sélectif. Et ça, donc c'est. Est-ce qu'il y a J'imagine qu'il faut bien présenter les choses, il faut faire des beaux dossiers bien ficelés, mais est-ce qu'il y a une partie relationnelle, c'est-à-dire savoir bien vendre un truc quand tu vas avoir le CNC, ou c'est vraiment très, entre guillemets, froid, neutre Non, pas du tout de relationnel. Alors, j'imagine qu'il y en a, mais non, très très peu. C'est vraiment sur la qualité de ton dossier, sur, je suppose, l'image de ta boîte. Et oui, je pense que c'est sur la sincérité de ton dossier et la qualité de ton dossier, ouais. Et quand ils te donnent la subvention, là, ils te virent l'argent sur un compte et c'est parti non, c'est souvent 50% à la signature et 50% à la remise des éléments et du rendu des comptes. Ok. Bien sûr, parce que tu as toujours un budget prévisionnel et ils te financent en fonction de ce budget prévisionnel. Il faut que tu rendes un compte qui soit assez proche du budget prévisionnel. Tu peux pas, parce que le CNC ne peut pas financer à 100%. C'est toujours plafonné à hauteur de 50%. 50% de vos coûts, de vos charges. Donc vous avancez, vous payez l'autre moitié, quoi. L'autre moitié, faut le financer avec de l'apport numéraire, avec de l'apport en industrie, avec. Ok, c'est pas que du cash, en gros. C'est principalement aussi, tu as quand même un petit peu de cash. Hein. Ok. Voilà. Donc à ce moment-là, toi, tu filtres un peu les projets, tu vas chercher des fonds. Ouais. Tu fais d'autres choses. Et une fois qu'on a les fonds, j'aide les producteurs à mettre en œuvre les développements. Donc avec eux, je lis les V1, les V2 des scénarios. On reçoit les éléments graphiques. Je fais des retours avec eux. Donc là, j'apprends beaucoup. C'est ça. Et là, pour bien comprendre, là, l'aspect créatif, c'est-à-dire est-ce que tu as un vrai impact en tant que producteur ou tu donnes des guidelines un peu et c'est eux ça reste quand même les auteurs et les réalisateurs qui ont le dernier mot? Chaque projet est différent, oui, je crois. Je pense que c'est jamais bon d'imposer une vision de producteur. Je pense qu'il faut, enfin moi en tout cas j'ai confiance dans les auteurs. L'idée c'est de les accompagner vers ce qu'ils ont, là où ils ont envie d'aller. Donc c'est pour ça que c'est toujours très important et nous on prend le temps avant de signer un auteur ou un projet de se mettre d'accord sur l'objectif et la direction. Okay. Pour pas qu'il y ait de vision discordante par la suite, parce que c'est ce qui est de pire. Donc moi je considère que le producteur est plus là pour accompagner un auteur que pour diriger un auteur. Ouais. Voilà, donc après on fait nos retours, on n'impose rien. Si ça ne sonne pas, si ça ne résonne pas auprès de l'auteur, en général on n'insiste pas. Après si on pense que l'auteur se trompe, dans ce cas-là soit on arrête le projet ou ouais, il y a plein de cas de figure. Il y a plein de cas de figure. Ouais. Je voulais comprendre en fait effectivement comment la négo, enfin le dialogue qu'il peut y avoir entre des artistes, des créatifs et puis des producteurs qui ont eux l'aspect budget, qui ont l'aspect administratif, financier, et, que les auteurs n'ont pas en fait. Ouais. Alors après, il y a plein de profils d'artistes. Hein. Certains aiment être en collaboration, en échange et intégrer les idées quand ils sont en confiance, évidemment. Et après, tu as des artistes qui savent vraiment ce qu'ils veulent et qui écoutent pas beaucoup parce qu'ils sont sûrs. Et après, tu as des producteurs qui sont très intrusifs dans l'artistique, d'autres qui le sont moins. Ouais. Soit parce qu'ils font confiance aux auteurs, soit parce qu'ils ont moins l'affinité et la fibre artistique. Il y a plein de cas. Il y a plein de cas de figure. Et d'accord, donc là, quand tu dis j'apprends beaucoup, tu apprends beaucoup sur comment lire, tu disais tout à l'heure, lire un scénario. Lire un scénario, tout à fait. Lire un scénario, lire des... Tu apprends quoi, par exemple
des points clés que tu retiens un peu de... Lire alors des scénarios de long métrage, lire aussi des bibles littéraires de séries, comment présenter parce qu'on faisait de la série on fait de la série d'animation au sein de la station animation. Comment présenter un concept, des personnages et tout ça. Et c'est dur à dire maintenant parce que j'ai un peu l'habitude, mais ça me paraît normal. Mais à l'époque, j'ai évidemment tout découvert. Donc j'avais lu les bibles de Mackie et autres de comment appréhender, comment écrire un scénario, etc. Donc ça, c'est quoi? C'est des livres, c'est ça? C'est des livres, ouais. Ok. C'est des livres, comment il s'appelle? C'est Story de Mackie qui est la référence. Il y en a d'autres depuis parce que c'est un bouquin qui a été écrit dans les années 70, qui est réédité chaque année, il y a des conférences et autres. Mais t'en as plusieurs qui sont importants de lire. C'est important de les lire et après également de s'en détacher parce que... Bien sûr. Mais tu recommandes quand même aux gens qui sont intéressés de près ou de loin de passer par ce... Ah oui, bien sûr. Oui. Okay. C'est comme une table de multiplication, quoi. il faut connaître ses classiques, quoi. Il faut connaître ses classiques, okay. Il faut connaître ses classiques, ouais. Et donc, après, dans le scénario, les choses basiques, l'incident déclencheur, à quel moment est-ce qu'il arrive, est-ce que tout entre guillemets, les tiroirs que tu as ouverts dans ta première partie de scénario, à travers les personnages, à travers l'intrigue principale ou secondaire, sont-ils bien refermés après? Et s'ils le sont pas, est-ce que c'est volontaire ou pas? Comment évolue ton personnage? Est-ce que le personnage est bien creusé? Est-ce que le personnage est caricatural ou pas? Et s'il est, est-ce que c'est dans le bon sens du terme? Je comprends. Parce que la caricature est aussi une représentation réelle. Donc parfois la limite est assez fine. Ensuite, tu as aussi une lecture, après une seconde lecture de faisabilité en tant que producteur. Tu dis, est-ce que ce film, je vais pouvoir le... Donc quand tu lis un scénario, toi, tu regardes en fait concrètement, je sais pas, il y a un décor, un truc, tu te dis... Là, attention, il veut que ça soit fait comme ça, mais toi, tu vois, tout de suite, tu essayes de mettre des chiffres un peu derrière. Ouais, alors après ça c'est le boulot du directeur de production, plus précisément, mais en tant que producteur, tu as rapidement une idée de combien une scène va coûter, si elle est dure à tourner, si c'est une scène dans l'eau, si c'est des scènes de nuit en pleine nature, en montagne, tu sais que ça va être pénible pour l'équipe et qu'il va falloir s'il y a des scènes avec les animaux, s'il y a des scènes avec les enfants, parce que les enfants, il y a une législation très précise. Tourner que pendant les vacances, 6 heures par jour, faut que tu aies une coach, les enfants, je savais pas. Ah oui, les enfants, ça s'épuise aussi, donc c'est pas comme un adulte pro. Bien sûr, faire attention. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Si tu tournes sur les toits de Paris, c'est pas pareil. Il y a tout un côté effectivement administratif que les gens ne voient pas quand ils regardent un film à la fin, mais avant tout ça, il y a eu effectivement toutes ces réflexions. C'est pas que c'est tes sous, mais c'est que c'est l'argent que tu vas lever pour ce film, donc tu es garanti de bonne fin. Donc, ce que tu présentes à tes financiers, il faut pouvoir le produire après. Et ça t'arrive par exemple de dire à des auteurs, là, super cette scène, mais ça semble quand même très cher à réaliser, et en fait, on pourrait peut-être faire passer le message à moins cher, entre guillemets. Ça t'arrive de faire ça, d'impacter la créa? Tout le temps. Ouais, ok. C'est obligé. Ça arrive vraiment en dernière lecture. C'est-à-dire que quand tu réécris le scénario pour des raisons financières et de production, donc il y a toujours une réécriture à la fin, où tu as une réalité, où tu as l'argent levé, tu sais que tu vas pas pouvoir avoir plus, et maintenant il faut... on coupe dans le... Ouais. Exactement, on coupe, et après ça arrive encore, même pendant le tournage, parfois il faut se séparer d'une scène parce qu'une scène a pris plus de temps que prévu, et il faut rattraper le temps perdu, donc finalement on décide que telle scène n'est pas aussi primordiale qu'on le pensait, donc on la supprime, et on passera pas par cette décor et on économise. Mais il y a toujours une relecture en se disant... Et une réécriture, finalement, on a 10% de moins, on réécrit. En animation comme en prise de vue réelle. D'accord. Super intéressant. Et du coup, donc là, toi, je reprends un peu le fil de ton parcours, et donc là, tu es à ce moment-là dans ces deux boîtes, donc tu apprends un peu le métier. Ouais. Tu te dis qu'au bout de combien de temps tu es à peu près à l'aise avec le métier, ou est-ce qu'en fait, comme à chaque fois, il y a des nouveaux projets et que tout est différent, tu réapprends à chaque fois, et est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, bon là, ça, je commence à être un peu à l'aise sur ces sujets-là, et non, j'apprends encore.
J'apprends encore énormément. Après, je me suis senti à l'aise dès le début. Ok. Avec les auteurs, les retours qu'on pouvait en faire. Mais j'apprends encore énormément. Je pense que chaque projet est différent, l'ampleur est différente. Tu vois, je sais pas si on va parler des projets plus concrètement de la station animation. Ouais, on va y revenir. Ouais. Mais le projet d'animation qu'on a avec Benoît Delépine, comme c'est un auteur qui a fait énormément de films, qui a un vrai univers, je pense que tu l'approches pas de la même manière qu'un film qui se veut commercial et grand public, où tu te dois, entre guillemets, de donner des gages de rendez-vous dans le film, en termes d'humour, en termes de rythme, en termes d'aventure. Ouais. T'as pas la même approche. Ouais. Donc voilà, donc j'apprends encore et c'est ce qui est bien, quoi. Mais voilà, moi j'adore ce métier. Mais en fait, là, j'ai une question parce que j'en discutais avec sur un autre épisode sur l'achat de programmes pour les acheteurs de programmes télé. Je disais effectivement, tu prends la responsabilité d'acheter un programme pour des millions de Français en te disant c'est moi qui choisis. Et je demandais s'il y avait une recette ou une technique, mais en fait, ce que je comprends maintenant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de technique, c'est quelque chose que tu as, entre guillemets, ou tu l'as pas. Enfin, lui, c'est ce qu'on m'a dit sur ce sujet-là. Est-ce que tu penses que pour la prod, c'est pareil? Parce que souvent, on dit, de l'extérieur, on peut se dire, la prod, c'est très administratif, c'est des chiffres, c'est des budgets, c'est des choses comme ça, alors que c'est pas que ça, encore, et loin de là, en fait. C'est tout l'aspect créatif qu'on vient de parler et plein d'autres choses. Donc, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas? Quand tu dis, je me suis senti à l'aise, c'est que peut-être que toi, tu l'avais à ce moment-là. Ou est-ce que quelqu'un qui n'a pas forcément cette fibre peut la développer? Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Alors, je pense qu'il faut avoir cette fibre en soi quand même un minimum. Et la fibre, je vais plutôt dire les fibres parce que c'est pluriel. On peut être un producteur avec une grosse affinité artistique et moins financière. Il se trouve un associé qui est plus financier, par exemple. Ouais. Ou tout simplement être un producteur qui sera moins sur le financier, la rentabilité et qui développera plus l'artistique. Il n'y a pas de recette de succès ou comment être un bon producteur. Oui, je pense que même si on a en tout cas une fibre à la base, elle peut se développer. Et de toute façon, elle se développe au fil du temps. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de recette. Moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est d'être vraiment au processus de création depuis le début et d'accompagner vraiment, d'être un accoucheur de projets, d'accompagner les auteurs dans des univers qui déjà moi me font rêver quand ils m'en parlent et qui me le pitchent ou qui m'écrivent quelques lignes. Et j'ai envie qu'après l'audience, les auditeurs, les enfants c'est pour l'animation ou les plus grands c'est pour des films, voient cet univers qui moi m'a fait rêver, quoi, déjà en parlant avec l'auteur. Quand tu vois un script, un scénario, ou que t'en parles tout de suite dans ta tête, tu l'as déjà imaginé quasiment concrètement ou pas encore à ce stade? Oui, tu te fais une idée, mais qui est la tienne et très personnelle avec tes références. Alors comme il y a de l'animation, soit c'est un auteur qui dessine aussi, donc il t'apporte un univers complet, ou soit toi rapidement t'associes un auteur graphique que t'aimes bien et où tu te dis tiens, il irait bien avec ce type de projet qui est plus aventure, qui est plus comédie, qui est plus cartoon. Oui, voilà. Ok. Du coup, tu te rappelles du premier projet, un de tes premiers projets qui t'a marqué? Ça peut être à la station animation ou l'autre. Ou c'était quoi, la SNIAS Production? La SNIAS Pictures, ouais. La SNIAS Pictures. Tu te rappelles du premier projet ou qui t'a marqué ou le premier projet que tu as suivi de bout en bout, pour lequel tu as une affection particulière? Ouais. Un des premiers projets sur lequel j'ai travaillé. Alors, il y en a plusieurs. Chez la SNIAS Pictures, c'était un film après qui est sorti qui s'appelait en espagnol Rompecabezas et en français, ou en VA Puzzle, qui ensuite a été à Berlin en compétition et qui était un très beau scénario autour des échecs et comment est-ce que une mère de famille qui sous
en premier abord n'a aucun problème, va réussir à s'émanciper et à revivre à travers un talent qu'elle se découvre très tardivement, qui est les échecs. Qu'est-ce que je dis? Les puzzles. Le puzzle. Le puzzle. Pardon, excuse-moi, le puzzle. Oui, c'est ça qu'on connaît les concours d'échecs internationaux, mais par contre, on connaît moins les concours de puzzle, c'est-à-dire assembler un puzzle. Je savais pas qu'il y a des. D'accord, tu me il y a des entraînements, il y a des duos, il y a des équipes. Et du coup, c'est un super film. Et oui, j'ai adoré. Parce que j'avais passé quelques mois, en Espagne et au Mexique, où j'avais pu apprendre la langue et découvrir la culture hispanophone. Au sens large, ouais. Au sens large, voilà. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Travailler sur ce premier film à la cinéaste. Qui est sorti en salle en France ou pas? Oui, qui est sorti en salle, qui a été sorti en salle en 2011, il me semble, par Sophie Dulac Distribution, et qui avait eu des très bonnes critiques et qui pour ce genre de film, d'auteur, avait bien fonctionné. Non, mais c'est cool parce que là, toi, en fait, tu sors à peine de l'école, en fait, et un an et demi après, en gros. T'as un film qui sort au cinéma, quoi. T'as un truc. Même si c'est pas un blockbuster, c'est quand même. Ouais. Alors, la productrice l'avait lancé un peu avant que j'arrive. En amont, mais t'as suivi quand même. Mais moi, j'ai suivi le process. Et sinon, l'autre film à la station, c'est Sahara. En fait. On va en parler. C'est Sahara qui, dès 2010, je crois, est un des premiers traitements que je lis de films d'animation. Et là, en termes d'émotion, alors c'était très bien écrit parce que Pierre Corré, chez nous, écrit très bien. J'ai, pour la première fois, j'ai l'impression de lire un Disney ou un Pixar qui, moi, m'a fait rêver petit. Donc je me rappelle de ce moment où de me dire... je suis en train de lire potentiellement peut-être un film qui est dans ce calibrage. Oui, parce que c'est un film interne. Toute proportion gardée. Hein. Ouais. Oui. C'est un film interne en fait, parce que c'est écrit par Pierre Corré, c'est ça? Ouais, tout à fait. Qui est chez la station d'animation. Donc c'est pas un projet extérieur que vous recevez, c'est vraiment. Voilà. C'est un projet interne. Donc Pierre Corré est auteur, réalisateur et producteur à la station d'animation. D'accord. Donc il écrit, il initie beaucoup de projets qui ensuite sont produits par la structure. D'accord, donc 2010, il est sorti en 2015, 16 2017. 2017, donc c'est 7 ans. 7 ans plus tard, ouais. Ah, mais c'est ça faut avoir ces chiffres-là en tête. Mais donc 2010, tu lis c'est quoi les premiers scénarios? C'est même le premier traitement. Et là, et donc raconte-nous un peu l'histoire du projet, quoi, comment ça a évolué jusqu'à 2010, jusqu'à la sortie. 2010. Alors, en fait, oui, 7 ans, ça peut paraître très très long. Il faut savoir, je crois qu'en moyenne, les films, même live, se produisent, c'est 4-5 ans pour produire un film quand même. Mais ça va vite parce que sur les 7 ans, on a 2 ans d'écriture de scénario. Ensuite, on a 2 ans de financement. À peu près 1 an et demi, quoi, de Attends, je t'arrête, 2 ans d'écriture de scénario, ça me paraît énorme, en fait. Peut-être parce que les auteurs font pas ça à plein temps et qu'il y a beaucoup de relectures, mais c'est énorme, 2 ans pour écrire un scénario, quoi. Il y a eu une dizaine de versions, tout de même. Il y a une dizaine de versions, c'était un premier film. C'est des versions que entre vous ou vous faites relire à des... C'était entre nous et on était en coproduction aussi avec Mandarin Cinéma, qui était une boîte qui avait plus d'expérience que nous, donc leurs retours ont été très très précieux, donc on est plusieurs à lire, quoi. Et non, tu sais, tu prends 2-3 mois entre chaque version, 10 versions, t'arrives vite sur une vingtaine de mois en fait. Donc 2 ans de financement. 1 an et demi de financement, ouais. Donc financement, là, c'est CNC, c'est ce qu'on disait. Tu vas voir une chaîne, tu cherches un diffuseur d'abord. Alors tout d'abord, c'est le distributeur. C'est vraiment la première pierre du financement. Une fois que tu as ton distributeur... En l'occurrence, c'était qui là? C'était Studio Canal. Donc là, c'est assez simple de dire que tu vas avoir Canal derrière. C'est pas automatique. C'est pas automatique, Ouais, c'est pas automatique. C'est pas automatique. Et ensuite, une fois que tu as une chaîne, tu vas chercher évidemment une fois que tu as le distributeur, tu vas chercher une chaîne télé, voire plusieurs. Nous, on a eu la chance d'avoir M6 qui nous a suivis et Canal+. Et une fois que tu as ça, après, tu te poses plus des questions en termes de fabrication et tu commences à faire une étude sur l'optimisation des crédits d'impôt, des aides régionales. Et l'avantage de l'animation, c'est que tu peux vraiment splitter les productions.
Ok. Donc tu peux splitter la pré-prod, la post-prod, même dans la production, tu peux envoyer l'animation être fait en Belgique, au Canada, Ok. là où il y a un crédit d'impôt qui est optimisé, qui va te permettre d'avoir des aides régionales. Et donc voilà. Après, une fois que tu as ton financement privé, tu réfléchis au... Enfin, tu l'as déjà fait en amont, tu as Ouais, des bien sûr. hypothèses, mais tu te penches T'optimises. voilà, pour l'argent public, le crédit d'impôt. Ok. Quoi. Et donc là, une fois que tu as ça, CNC, tu as tout bouclé. Et bien une fois qu'on a réuni nos 12 millions 5, 12 millions 5 de budget. 12 millions 5 de budget, donc on a décidé d'aller de fabriquer une partie donc en France dans nos studios à Paris et une autre partie à Montréal avec Micros. Donc là, c'est Micros, ils font juste pour le contexte, ils font quoi déjà? Alors, Micros, maintenant, ils font partie du groupe Technicolor. Ils font beaucoup de 3D effets spéciaux, pub. Ouais. Enfin, ils viennent de là et ils se sont mis à faire des films d'animation. Attends, si je dis pas de bêtises, ils ont fait pas mal de films. Ils ont fait Moon pour Méthode Film. Ils ont fait... J'ai peur de dire une bêtise, je sais plus si Astérix, c'est eux. Ouais, ça me dit quelque chose. Ils ont peut-être participé. En tout cas, ils ont un savoir-faire technique. Ils ont un gros savoir-faire. Ouais. Ils font même aussi des films anglo-saxons de DreamWorks et autres. Et donc là, c'est pareil. C'est des longues discussions entre studios pour mettre en place le pipeline et le workflow de la production. Donc, on a nos superviseurs techniques, nos directeurs de production qui parlent avec leurs superviseurs techniques respectifs. Il y a une notion de quel soft on utilise, quelles équipes. Donc voilà, ça c'est des longues discussions aussi en amont. D'accord. Et une fois que tout le monde est d'accord que l'argent est quasiment sur les comptes, là il y a un top départ. Et... Ah, il y a un green light, ouais. Et vous avez une deadline, j'imagine. Vous avez un rétro-planning ultra serré. Oui, alors il faut... Tout est calibré à ce moment-là. Tout à fait. Alors, on a une deadline par rapport aux engagements qu'on a envers le distributeur, parce que lui, il a greenlighté sur une année pour la sortie de ses films. Et ensuite, évidemment, on a une deadline parce qu'il faut surtout pas avoir de dépassement sur les films d'animation. Ça peut être monstrueux. En termes de coût, exactement. Mais à ce stade, vous avez déjà est-ce que vous avez déjà la date de sortie du film? Non, pas du tout. Non, on sait nous quand est-ce qu'on termine le film et qu'on livre le DCP. Le DCP. Le DCP, c'est la copie qui permet d'être diffusée. Ok. Le prêt à diffuser, quoi. Ouais, exactement. Ok. Voilà, donc on sait quand est-ce que nous on termine la prod, mais par contre on n'a aucune idée du moment où le film va être sorti. Le distributeur ensuite va voir le film, on va lui présenter en fonction et ensuite on va rentrer dans les discussions de distribution, les discussions marketing. Enfin, quand tu dis discussion marketing, c'est-à-dire l'affiche, les voix off, le nombre de copies, le budget qui est alloué au nombre de copies et à la sortie du film. Et le plan média, tout ce genre de choses. Ok. Et ça, c'est négocié avec le distributeur ou pas? Ouais, c'est en discussion, quoi. Le distributeur, c'est son métier. Nous, on fait confiance au distributeur, mais c'est vrai qu'en tant que producteur, le distributeur te présente sa stratégie de distribution. Et toi, c'est pas que tu la valides avec lui, c'est que tu es en échange. Ouais. On est en échange, on est en partenaire. Donc, par exemple, là, il vous avait dit on va sortir le film sur tant de copies. Ouais. C'est ça, avec tant de budget marketing. Les voix off, par exemple, je citais Omar Sy et autres, c'est vous qui les contactez, c'est eux? Alors, c'est nous producteurs avec Mandarin Cinéma qui eux avaient accès à tous ces stars. Ok. Oui, c'est vraiment des discussions tripartites avec le coproducteur et le distributeur, et on échange comme ça sur une liste potentielle de voix et eux valident et ça se fait comme ça. Ouais. Ok. Clairement, et après il y a aussi des longues discussions sur l'affiche. Le distributeur fait des propositions d'affiche. Donc là on discute, oui, non, on pense plus à ça parce que si, parce que ça, parce que la cible, parce que voilà, non, on ne se rend pas compte, on a l'impression que c'est un truc. Non, ça prend du temps. C'est stratégique quand même, une affiche ciné, quoi. Voilà, c'est extrêmement important. C'est l'identité du film, quoi. C'est l'identité du film, ouais, tout à fait, ouais.
Et le côté le media planning, c'est quoi? C'est combien on va mettre de pub, en gros, le budget pub qu'on va mettre Ouais, tout à fait. C'est le budget pub. Quels sont les médias qui vont être utilisés? Donc là, comme c'est un film familial, quels sont les partenariats? Sur quelle chaîne? Sur quel magazine? Juste petit parallèle, dans un partenariat comme ça, avec un magazine, par exemple, le magazine vous donne de la visibilité et en échange, vous le mettez sur l'affiche. C'est ça, en gros? Ou il y a des choses que je... Il y a de ça, et puis il y a de l'achat d'espace direct. Hein. Ouais. Mais tu as de l'échange de partenariats, ouais, clairement. Ok. Et je me demandais, du coup, par rapport à un film ciné classique, parce que là, on parle, à part les voix off où il y a besoin d'acteurs, la différence d'un film d'animation et d'un film traditionnel, c'est que j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, qu'il y a moins d'aléas, dans le sens où un film traditionnel, tu vas vouloir tourner un jour, il pleut, je sais pas, tu peux avoir un mec qui se casse la jambe, là vous n'utilisez pas, en fait vous avez, je vais schématiser, c'est peut-être moche que je veux dire, mais c'est beaucoup d'ordinateurs, en gros, même s'il y a des gens derrière. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas moins d'aléas dans l'animation, ou au contraire je dis... Non, clairement, tu as raison, parce que en gros, le montage définitif d'un film d'animation est fait quasiment en amont au moment de l'animatique. Donc l'animatique, c'est le storyboard en mouvement. C'est le storyboard qui va bouger, voilà, et qui va timer le film. Alors, tu as une légère marge qui permet de raccourcir, de changer deux, trois trucs, mais le montage def est fait très, très en amont, à l'animatique. Donc, tu as raison, il y a très peu de marge. Après, on peut se confronter à des difficultés de scène en termes d'animation. Par exemple, pour ceux qui auront l'occasion et qui ont eu l'occasion de voir Sahara, il y a des scènes de danse avec des serpents. C'est vrai que ça, pour nous, comme pour beaucoup d'animateurs, animer un serpent, et notamment un serpent qui danse le hip-hop, c'était assez inédit. Donc voilà, il y avait plusieurs scènes comme ça qui sont très difficiles à animer, qui prennent plus de temps que prévu peut-être, au même titre que des scènes seraient dures à jouer pour des acteurs. Ouais, je comprends. Donc, on n'a pas cette notion-là effectivement quand on voit ça, mais oui, j'imagine que techniquement, dans certains mouvements de personnages, ça va être complexe techniquement à mettre en place, même avec des ordinateurs et même avec savoir-faire, quoi. Ok, super intéressant. Donc toi, tu as suivi ça, le tournage, entre guillemets. Ah oui, en tant que producteur, tu suis comment? C'est-à-dire que tu vérifies toutes les semaines qu'on a livré telle scène, tu supervises. Enfin, c'est quoi concrètement alors, en tant que producteur, alors du coup, nous, on était aussi studio, fabricant, prestataire. On a forcément, notre directrice de production qui, elle, par contre, suit les plannings. Au jour le jour et te fait des rapports sur l'avancée des scènes et des quotas. Toi, en tant que producteur, non, tu reçois surtout les rapports de la directrice de production. Sur est-ce qu'il y a des dépassements ou pas. Mais Et s'il y a des dépassements, tu fais quoi? Et s'il y a des dépassements, tu convoques ton superviseur technique, ton réal, et ton directeur de production, et tu essaies de voir pourquoi est-ce qu'il y a ces dépassements. Est-ce que ça a été sous-évalué? Est-ce que les quotas sont trop durs? Est-ce que c'est pas les bonnes équipes? Parfois, ça peut arriver qu'un artiste technicien, malgré tout le talent qu'il est, n'arrive pas à se mettre dans les quotas prévus, alors que ses collègues, oui. Ça veut dire qu'il y a peut-être un problème, peut-être qu'il n'est pas aussi senior qu'il le dit. C'est comme dans n'importe quelle société, en fait, il y a les ressources humaines. Il y a les ressources humaines, exactement. Il y a un management, il y a une organisation à revoir. C'est comme une start-up ou une entreprise, en fait. Totalement. Chaque film est en soi un peu une entreprise. Une dernière question, et après on va passer aux autres parties, mais juste pour comprendre, parce que c'est pareil, un film d'animation, je pense que ça suscite beaucoup de fantasmes. On ne sait pas trop comment. Si tu peux nous faire rapidement les étapes de comment ça se passe, c'est-à-dire, tu disais tout à l'heure, il y a un storyboard. Ensuite, il y a ce storyboard, il y a un animatique. En fait, c'est quoi? C'est une espèce de dessin un peu grossier animé. Oui, c'est le storyboard qui bouge. Donc c'est quand même storyboard qui bouge et qui va te permettre de timer des scènes, quoi.
Et une fois que ça c'est fait... Ensuite, alors il y a plusieurs étapes qui se lancent en parallèle. C'est-à-dire qu'en même temps que tu fais le storyboard, tu vas lancer l'étape des designs personnages et décors. Comme tu as ton script que tu as dépouillé, tu sais le nombre de personnages que tu vas devoir faire. Donc tu as ces deux étapes qui se lancent. Ensuite, après le storyboard, tu as le layout et la modélisation 3D. Donc la modélisation 3D, ça va être prendre les personnages qui ont été dessinés en 2D et les passer en volume à travers des logiciels. Et là, c'est pareil, c'est un métier de sculpteur numérique. Okay. C'est vrai que tu peux avoir une grosse déperdition entre le trait 2D et la 3D. Donc, il y a un gros travail de la part des modélisateurs et du directeur artistique et du réalisateur pour arriver je comprends. à la meilleure traduction. Quoi. Ok. Faut que les proportions soient bonnes quand tu passes en 3D. Enfin, il y a plein de choses à voir. Tout à fait. Parfois, certains designs en 2D sont très très beaux, comme des grands yeux, des grands pieds. Et une fois qu'on les passe en 3D, c'est moins harmonieux. Donc, on a besoin de réajuster. Je fais une petite parenthèse. Je sais pas si tu avais suivi le film Sonic, adapté du jeu vidéo. Ouais. En fait, ils ont sorti une première version du hérisson en 3D. Du coup, il y avait tout ce travail de faire un personnage de jeu vidéo en 3D. Et ça a été un flop. C'est-à-dire qu'ils ont montré les premières images à des fans, la bande-annonce, quoi. Donc, c'était quand même déjà très avancé. Et il y a eu une montée de bouclier sur ce personnage qui était moche, effectivement, qui était raté. Et ils ont dû tout reprendre. Ouf. Ils ont dû reprendre, donc ils sont repartis pour 6 mois alors que le final était. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Non, mais c'était de l'hybride, il me semble. Je sais plus. C'était pas tourné dans des décors prise de vue réelle. Exact. Mais le personnage était 3D. Et ils l'ont raté, quoi. Donc, comme quoi, c'est même avec avec un personnage existant, etc. On peut rater cette modélisation, quoi, en fait. Oui, on peut complètement la rater. C'est pour ça que c'est une étape qu'il faut pas négliger. Et il faut vraiment pas la négliger. Après, j'ai envie de dire, il faut prendre son temps, mais pas tant que ça, parce qu'il y a des quotas. Il faut pas. Il y a un certain nombre de jours. Ça coûte. Ce qu'on appelle des jours hommes prévus par personnage pour la modélisation. Donc, faut être sûr de rester dans ces quotas, parce que sinon, on dépasse. On commence à aborder du dépassement, et ça faut pas. Ok. Donc modélisation, et après. Alors, donc modélisation des personnages et des décors. Ensuite, une fois qu'on a les personnages en 3D, on va passer au setup. Donc, c'est le squelette du personnage 3D qui va permettre ensuite aux animateurs d'animer le personnage. Voilà, de faire bouger le personnage. Okay. Schématiquement, après, il y a plus d'étapes. Et ensuite, une fois qu'on a le setup des personnages, là aussi, qui est une étape qu'il faut vraiment pas négliger, parce que si le setup est fait trop rapidement, c'est les animateurs qui vont avoir du mal à animer, et on va prendre du coup plus de temps, retard après, plus de temps à animer, où il y aura plus de retake à l'animation. Donc c'est important de vraiment pas négliger le setup. Et ensuite, une fois qu'on passe à la partie animation, qui est souvent dans un budget de film d'animation ou de série d'animation, la partie la plus longue et la plus coûteuse. Donc on a une équipe d'animation avec un directeur d'animation qui épaule le réalisateur pour toute la partie animation. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on passe au compositing. Je schématise dans un ensemble compo, rendu et lighting. Et là, c'est ce qui permet ensuite comment je pourrais dire ça, de donner le rendu final au film. En termes d'éclairage, en termes de compositing de film, d'image, de scène. Je vois de composition, je vois ce que tu veux dire, de structure un peu des personnages et de rendu. De rendu final. Parce que je savais qu'effectivement il y a de la post-prod dans les films classiques où on jouait sur la luminosité et plein de choses, mais je savais pas que sur un film d'animation en fait. En gros, si je devrais comparer les deux, le rendu compo lighting. C'est comme l'étalonnage. Voilà, schématiquement. Quoi. Il y a aussi une étape que j'ai oublié de préciser, qui est l'étape texture, où là on texture c'est ça que je pensais la modélisation, les personnages modélisés, qui sont souvent des personnages en gris en fait, tout simplement. Et après des artistes peintres un peu viennent peindre des personnages et des décors.
Ok, super, super intéressant. Et après, quand t'es arrivé à la partie compo, etc., t'es quasiment à la fin, en fait. T'es quasiment à la fin, après, Ok. ouais, tout à fait. Après, il y a toute la partie audio, hein, donc t'as... Ça prend du temps, L'audio, les oui, bah... acteurs qui jouent les voix, Alors, etc. t'as les... Alors, les voix, dans un film d'animation, définitif, sont enregistrées en amont pour que les animateurs qui animent les personnages entendent le jeu de l'acteur et se calent sur le jeu de Ah l'acteur. ouais, moi je pensais que c'était l'inverse, c'est-à-dire les acteurs se calaient sur... Non, C'est fou. t'as toujours une version originale de l'enregistrement des voix, et après, en fonction des pays, bien sûr, les voix américaines ou autres vont être faites après, une fois que le film a été fait. Ouais. Mais tu as toujours une toute première version qui est jouée par des vrais acteurs et qui ne sont pas des voix témoins, donc avec des vraies intensités de jeu, des intentions de jeu. Et les animateurs ensuite se calent dessus. C'est hyper important. Mais là, par exemple, dans ce cas-là, c'est-à-dire que Omar Sy, etc., ils ont tourné avant le... Non, Non, c'était des autres acteurs, d'autres acteurs. c'était des acteurs anglais en plus. En plus, ouais. Parce que c'est plus facile d'adapter des voix françaises sur des voix anglaises que l'inverse. Ok. Donc c'était d'abord des... Voilà. Donc eux, après, ils sont arrivés, une fois que c'était déjà animé, etc., ils ont dû coller, en fait, leur texte aux lèvres qui bougent, etc., quoi. Ouais, et donc l'animation était par contre définitive. Ouais. Ouais, là, par contre... Là, c'est un gros travail pour l'acteur, là, par contre. Non? C'est un gros travail pour l'acteur. Oui, c'est pour ça qu'ils sont bons et qu'on fait appel à eux. Ouais. Ok, et c'est long comme process? Sur un film Non, d'une heure et demie, ça prend combien de... Non, ça s'est fait, il me semble, hein, sur 5 jours, je crois. Ok, ouais, ça va. Ça va. Ok, et donc le bilan de Sarah, ça a fait combien d'entrées? Ça a fait 1 million, 2. Ce qui est très bien en France. Ce qui est très bien. On est très content. Les partenaires sont très contents de ce résultat, évidemment. On est très content que ça ait rencontré le public. À l'étranger, ça a marché un peu? Alors, à l'étranger, on l'a vendu à Netflix sur tous les territoires, hors Chine et France. Et alors Netflix ne diffuse et ne communique jamais les chiffres, mais on sait qu'il a bien marché sur la plateforme et qu'il a été pendant très longtemps recommandé. Ouais, recommandé. Je sais plus c'est quoi leur rubrique, mais pas coup de cœur Netflix, mais le top Netflix, top vue. Ah ouais, je crois. Pendant très longtemps, notamment même aux États-Unis. Ah, c'est fou ça. Et on l'a aussi vendu en Chine, mais par contre, c'est un peu dur d'avoir des infos sur la Chine, ouais, sur la Chine après, quoi. Génial, donc il a fait le tour du monde ce film, quoi. Ouais, il a été vu, et là récemment il a été diffusé en plus sur Gulli pour les fêtes de Noël. Et donc comme Gulli a quand même une très belle audience auprès du public jeunesse, il a été encore vu par des millions d'autres enfants et on se réjouit. Il y a eu du merchandising un peu? Il y a eu un petit peu de merchandising légèrement. On devait faire des peluches, mais c'était pas probant. Okay. Les modèles qu'on nous a montrés, ça ressemblait à des serpents un peu basiques. Okay. Donc on n'y a pas vraiment vu l'intérêt. Donc il n'y a pas eu tant que ça. Il y a eu aussi peut-être un petit jeu vidéo, mais qui pareil était un peu anecdotique. Ok. La suite, c'est quoi? Il y a un Sahara 2? Écoute, il y a un Sahara 2 qui a été écrit, qu'on aimerait bien, mais qui se monte pas tout de suite, parce que les deux en France en tout cas sont assez compliqués. Les suites américaines marchent, mais les numéros 2 français marchent moins. Comme les numéros 2 français marchent moins, les financiers et les distributeurs sont plus frileux, veulent mettre moins d'argent. Et donc moins d'argent, ça veut dire faire un moins beau film. Et ça, on n'a pas envie. Okay. Pas de compromis sur la qualité. Vaut mieux pas faire de film que... Complètement. Okay. On préfère partir sur une autre idée originale. Et d'ailleurs, on développe d'autres films d'animation plutôt que de faire un numéro 2 raté pour les mauvaises raisons. Bah, c'est tout à votre honneur. Écoute, c'est super intéressant. On passe rapidement la deuxième, qui sera beaucoup plus courte, la deuxième partie, qui est la partie un peu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu bosses sur quoi? Sur quel sujet? Alors aujourd'hui, on a pas mal de choses. On fait beaucoup de séries avec France Télévisions et Canal+ principalement en ce moment. On en a 4. Donc ils sont à différents stades. Certains sont en écriture, d'autres sont en fin de production, d'autres sont en début de production, en pré-production. Donc ça nous occupe pas mal.
C'est plutôt intéressant parce que c'est pour des chaînes déjà différentes et des cibles différentes. On a des choses qui sont un peu ado-adultes, tirées de dessins de presse, comme La pollution cachée des choses, qui est sur l'environnement, un épisode, un thème, et avec de l'humour un peu satirique façon dessin de presse. On aborde et on montre la pollution cachée de choses que l'on soupçonne pas, mais du quotidien. Ok. Pour Canal+. On est aussi en production des plus belles comptines d'Oko, où on reprend les comptines françaises chantées aux enfants, que l'on fait chanter par des stars de la variété internationale comme Gaëtan Roussel, Nolwenn Leroy, Ayo et Cadmerade, qui chantent également. Et bien d'autres. Et nous, derrière, en tant que studio d'animation, on fait des petits clips musicaux très graphiques, très poétiques, façon un peu aquarelle, avec un rendu aquarelle. Et 7 sont déjà en ligne sur la plateforme de France Télévisions, Oko, et ont été diffusés sur France 5 également, pendant cette période de transition. Donc ça, c'est très beau. Je crois que ça a très bien marché parce qu'il y a aussi un disque qui accompagne la série, et c'est sorti là pendant les fêtes de fin d'année, et ça a bien marché. Et après, on a d'autres séries, parties de campagne qu'on lance en écriture pour France Télévisions, qui racontent le quotidien d'enfants à la campagne. Qu'est-ce que c'est quand on a 8 ans et qu'on vit dans un tout petit village de 50 habitants. On voulait vraiment mettre à l'honneur la ruralité. C'est pour quel type d'audience, ça ? Ça, c'est pour les 6-9. 6-9, ok. Donc on voulait pas de sabre laser, de dinosaures, de vaisseaux, de pirates. On voulait quelque chose d'assez naturaliste, assez intimiste, et je crois qu'on fait une belle série en termes de narration. Plein d'autres choses. On développe aussi beaucoup donc 2 autres longs métrages qui sont en développement, dont un qu'on va présenter au Cartoon Movie, qui est un long métrage écrit et qui va être réalisé par Benoît Delépine, donc son premier en animation. Benoît Delépine, qui est la troupe de Groland, etc. Voilà, tout à fait. Et qui est le duo avec Gustave Carvel. Ouais, exactement. Donc I Feel Good, Mammouth. Tous ces films. Mais là, c'est un film d'animation, par contre. C'est la première fois qu'il fait un film d'animation. Et pour les enfants. Enfants en public. On fait ça. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On a la fin d'un film live qui s'appelle Le Temps des Marguerites, qui va sortir pendant l'été 2020, en juillet, pour Pathé. On vient de terminer la post-prod. Il y a une première sélection au Festival de l'Alpe d'Huez la semaine prochaine. C'est un drame, une comédie Non, c'est un film familial. Film familial qu'on peut voir. C'est adapté d'un livre, non ? C'est adapté exactement d'un roman jeunesse chez Gallimard jeunesse, de Vincent Cuvelier, ouais. Ok. Donc on a terminé la post-prod, donc là on est content, on va rentrer dans la sélection festival, la stratégie, le plan marketing en discussion avec Pathé. Et plein d'autres choses, mais un peu plus embryonnaires, qui sont en développement et en cours et sur le point d'être signés par des chaînes au développement, mais que pour le moment je peux pas. Bien sûr, tu peux pas. Ouais, c'est pas concret. Ok, c'est quoi ton quotidien ? Toi, t'es directeur du développement, c'est ça ? Moi, je suis producteur là. Producteur. Et je m'occupe plus particulièrement du développement et du financement. Ok. C'est quoi ton quotidien, ou en tout cas une semaine ou type ? Comment c'est ? Parce que tu as plein de projets à gérer. Comment tu... C'est vrai qu'on a, si je calcule là en tout, on a en production, donc on a 4 séries, et en développement on doit avoir 8 projets, séries et longs métrages confondus. Et une journée type, rapidement, ça commence par un café déjà. Après, c'est un mix de lecture de scénario, lecture et retour de scénario. Ouais. C'est un mix de points avec notre directrice de production sur l'avancée des projets, l'avancée des prods, des productions en cours. C'est un mix de lecture de contrats, de discussions avec notre département juridique, notre avocate, pour faire avancer tous les contrats en cours. C'est vrai qu'en tant que producteur, on est un peu au centre et garant de la chaîne de droit. Ouais. Donc ça passe par les contrats d'auteurs en amont ou éditeurs s'il y a des éditeurs, par ensuite les contrats de financement, et après d'autres types de contrats distributeurs et autres. Donc il y a ce volet juridique qui prend mon quotidien. Donc voilà, artistique, juridique, évidemment
Et après, évidemment, en tant que producteur, faut aussi être au courant du marché. Donc, pas mal de lectures de films français, Halifax, d'articles, d'accords interprofessionnels aussi qui sont négociés entre les chaînes et les syndicats parce que le secteur bouge beaucoup. Donc, c'est important de se tenir informé. Voilà, mais oui, pour résumer, je dirais que je partage mon train entre du financier, du juridique et de l'artistique. Ok. Ouais, c'est un peu la vision qu'on a d'un producteur, effectivement, ces trois disciplines importantes qui sont, pour moi, c'est un peu le grand écart hein, quand tu fais du juridique, tu regardes en détail une clause technique et que tu fais de la créativité, de l'artistique, faut savoir faire le grand écart. Mais bon, ouais, mais c'est ce qui est passionnant aussi. C'est ce qui est aussi passionnant. Une petite question avant d'aborder la dernière partie. C'est quoi le plus compliqué aujourd'hui, tu dirais, selon ton expérience, hein, bien sûr, quand on veut faire un film de ciné? Si par exemple, là, il y a des auditeurs qui caressent peut-être un jour le rêve de faire un film de ciné, selon ton expérience, voilà, qu'est-ce qui est le plus compliqué? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête avant de se lancer dans un gros projet comme ça? En tant que producteur, évidemment. Ouais. En tant que producteur, ouais. Le plus compliqué, c'est le premier. C'est le premier film. C'est le premier film, évidemment, ouais. parce qu'il y a une notion de confiance auprès du producteur. Quand on n'a toujours pas produit de film, même si le scénario est bien, les financiers, les distributeurs, les chaînes télé ont toujours cette question en se disant qu'est-ce que le produit fini va ressembler à quoi? Donc quand on n'a pas mis sa patte de producteur, parce que des maisons de production, certains ont des vraies pattes, quoi. On sait à peu près à quoi les films ressemblent, même s'ils sont tous différents. Mais après, est-ce que c'est le plus compliqué, c'est trouver les bons partenaires? Est-ce que c'est trouver le financement? Je me dis que trouver le financement, c'est le plus dur. Est-ce que c'est trouver le distributeur? Trouver le bon projet aussi, tu vois, trouver le bon scénario. Ouais, bien sûr, parce que peut-être que vous en avez 10 par jour, mais peut-être qu'il y a certaines boîtes qui n'ont pas accès à des scénarios de qualité. Oui, c'est un mix de tout. C'est évidemment dur de trouver un bon projet et en soi, il n'y a pas de bon projet, de mauvais projet. Il y a des projets qui te correspondent ou pas. Je pense que c'est important d'être sincère avec les projets que tu veux porter parce que c'est long. Ouais. Donc il faut pas que ça soit un coup de cœur d'un soir, on va dire. Ouais, je vois bien le parallèle que tu es en train de nous faire. Il faut que tu le portes pendant des années et que tu sois sûr aussi de ton auteur. C'est vrai que la relation producteur-auteur, elle est magique, mais elle est fragile aussi. Donc il faut être sûr de ça quand on se lance dans un projet. Ensuite, je pense qu'il faut être évidemment téméraire. Il faut être plus que convaincu pour convaincre les autres. Et y croire peut-être aussi. Y croire même quand on nous dit non. Parce que moi, j'adore ces... Toi, tu prends beaucoup de noms dans ton quotidien moins maintenant, parce qu'on a réussi à peut-être un peu plus, je vais pas dire s'imposer, mais s'installer. Mais c'est vrai que Sahara, au début, ça n'a pas été immédiat. Quand tu arrives et que tu dis que tu veux faire un film de comédie, un divertissement pour la jeunesse et la famille avec des serpents et des scorpions... On te dit bon, ok, mais comment et pourquoi? Donc après, bon, les designs ont assez vite convaincu, mais c'était pas gagné d'avance. Donc je pense qu'il faut être assez convaincu et pas s'arrêter au premier non, parce que parfois le marché se trompe, parce que le marché est frileux et il a raison. C'est un métier assez complexe où il y a des grosses sommes en jeu, mais il faut être persévérant, oui. Génial. Dernière partie, tu sais, dans ce podcast, moi j'aime bien regarder un petit peu le futur des médias dans chacun des disciplines. Aujourd'hui, moi j'ai la vision que j'ai de l'animation, là on va parler d'animation, c'est que c'est quand même réservé à des professionnels. C'est très technique, faut des ressources, faut des gens formés, faut des moyens. Est-ce qu'on peut se dire que dans 10 ans, la techno va tellement évoluer que n'importe qui pourra créer un film d'animation de qualité dans sa chambre, un peu comme ce qu'on a vu avec YouTube, tu vois. Y a des ados dans leur chambre qui arrivent à faire 5 millions de vues dès qu'ils sortent une vidéo. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut arriver à l'animation, ou ça reste quand même un secteur qui est vraiment presque de l'art, en fait, où la technicité est tellement forte que en fait, ça n'arrivera pas? Je pense que la technologie va
va aider des utilisateurs à produire eux-mêmes, mais ça reste quand même un milieu qui est, bien sûr, qui est, comme tu le dis, qui est artistique, mais qui est aussi très industriel. Et ça nécessite beaucoup de personnes, beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources techniques pour faire un film ou une minute d'animation. Alors, mais ça se fait déjà, hein, des artistes techniciens qui sont polyvalents et qui mettent et qui arrivent à produire des courts-métrages seuls. De 8 à 10 minutes, ce qui est énorme, mais ils mettent énormément de temps, ils comptent pas leurs heures, ils sont polyvalents. En soi, c'est pas applicable dans un marché, tu peux pas livrer énormément de contenu comme ça fonctionne pas. Après oui, on sent que la technologie va nous aider pour le compo, pour le rendu, il pourrait y avoir des choses, des plans composités limite en temps réel, et il va y avoir peut-être une fluidité du process. Mais elle pourra jamais être accessible à des amateurs ou des individus comme ça, quoi. Ok. Donc tu penses que dans l'avenir un peu de la prod animation, il va y avoir, on va améliorer la façon, les outils pour que les gens travaillent, pour être plus productifs, et voilà, mais ça va pas changer la façon de produire. Non, je pense pas. Même quand tu vois, il y a des softs comme Blender là qui sortent, qui sont des softs de 3D assez performants et qui sont de l'open source. Ouais. Donc ça, c'est, je vais pas dire que c'est nouveau, mais on sent que Blender dans notre milieu commence à être de plus en plus intégré par des professionnels. C'est de l'open source, mais tout de même, en fait, c'est tellement complexe, coûteux à produire une minute d'animation. Ce sera pas, s'il y a une trop forte barrière à l'entrée pour que ce soit. Il faut une équipe, quoi. Après, ça peut être un collectif d'artistes qui produisent des courts-métrages ou plusieurs unitaires, mais c'est quand même très dur de produire seul 52 fois 13 minutes. Et dans avec le développement des usages, donc les gens qui regardent de plus en plus de contenu, on le voit, la vidéo, etc. Est-ce que tu vois, quelles opportunités tu vois toi pour l'anime? Moi, je sais je vois de plus en plus le terme réalité virtuelle passer. Pour moi, pour l'instant, on n'a pas fait encore ses preuves et n'a pas encore complètement changé le marché. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois qui va bouleverser le secteur de l'animation, ou qui va juste être un petit plus? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois arriver qui pourraient changer un peu le... Oui, alors sur les plateformes, évidemment, pour nous, c'est des acteurs en plus, c'est du contenu supplémentaire. Donc le secteur se porte très bien en termes de production, en termes d'exportation. On a la chance d'être en France, on a la chance d'être soutenu par l'État à travers le CNC et autres. On a la chance d'avoir des artistes techniciens très talentueux, très bien formés. C'est le genre le plus exporté, je crois, en France. Tout à fait. C'est fou. C'est fou. On le dit pas assez, mais c'est l'animation. Donc on est troisième mondial sur ce secteur. Derrière les États-Unis et la Chine, c'est ça? Et le Japon. Le Japon est premier, les États-Unis, ensuite il y a la France. Donc oui, après l'arrivée des plateformes, ça pose aussi plein de problèmes parce que ça vient bousculer notre système de financement, notre système de CNC, nos systèmes d'obligation d'investissement de la part des chaînes. Ça vient les concurrencer à plusieurs niveaux. Donc c'est à la fois une aubaine et un danger en fait. Mais tout ça est en train de se mettre en œuvre. Il y a beaucoup de discussions. Il y a la directive SMA qui passe. Donc ces plateformes, moi je pense que d'un point de vue artistique, j'ai l'impression que ces plateformes, en tout cas pour la série d'animation, vont nous permettre d'avoir des séries plus riches en termes de narration et je l'espère avoir des séries feuilletonnantes, ce qui n'est pas le cas en animation. Le genre majoritaire, c'est plus du bouclé. Donc on fait des épisodes de 7, 11, 13 minutes ou 22 minutes, mais bouclés. Tu peux regarder en fait dans n'importe quel ordre. Voilà, n'importe quel ordre. Et du coup, c'est vrai que ça peut rapidement trouver ses limites. Alors que si on a comme des séries live, une arche narrative feuilletonnante, c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue scénaristique. Certaines séries, il y en a un petit peu en France, hein, Les Cités d'Or, et d'autres, mais c'est assez rare, et si on pouvait avoir plus de séries de ce genre, moi je trouve ça bien. Et sur la réalité virtuelle, c'est un truc que vous regardez vous, ou moi je suis ça à travers des articles et des conférences. Je pense que
la réalité virtuelle va bouleverser plusieurs secteurs, dont le nôtre. Je pense qu'à un moment, on produira des contenus pour enfants où l'enfant sera immergé, et j'imagine qu'on sera à la croisée d'un jeu vidéo et d'un dessin animé. Ouais. Ça, c'est très très probable. Je sais pas quand. J'imagine dans quelques années. Ouais, pas tout de suite, mais pas tout de suite évidemment, parce que ça, les temps de rendu sont trop complexes. Mais j'imagine dans 10-15 ans, potentiellement. En tout cas, moi, je pense que s'il y a un genre pour lequel ça doit vraiment cartonner, c'est sur l'animation, parce que tu peux tout imaginer. Ça se prête vraiment bien, les univers, effectivement à la réalité virtuelle plutôt que de la série. Enfin, après, peut-être que... On ne sait pas, l'avenir nous le dira, mais je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a le jeu vidéo, l'animation et le porno, je crois, ouais. qui sont un peu les secteurs, en tout cas audiovisuels, un peu phares. Parfait, merci. Dernière, là c'est la fin. Je pose quelques petites questions à la fin rapides. Ouais. Sur lesquelles tu me réponds le plus spontanément possible. J'aime bien demander quels médias tu consommes aujourd'hui. J'écoute beaucoup la radio. Ouais. J'écoute beaucoup les podcasts. Ouais. de France Culture, France Inter notamment. Okay. Je regarde beaucoup de séries aussi, un petit peu comme tout le monde, OCS, Netflix, Canal+ pour le moment. Ouais. Et je vais beaucoup au cinéma aussi, parce que j'aime... j'ai la chance d'avoir 2 beaux MK2 pas très loin de chez moi, et j'aime la salle, j'aime le cinéma. Ok. Est-ce qu'il y a un média ou une marque média que tu admires et que tu aurais aimé monter, que tu aurais aimé créer en fait? Ça peut être un magazine, ça peut être une chaîne de télé, ça peut être un réseau social, un truc que tu trouves super bien foutu et que tu te dis si je pouvais revenir dans le temps et piquer l'idée, j'aurais piqué cette idée-là. Je trouve qu'il y a une chaîne YouTube que je trouve assez impressionnante. Ouais, parce que c'est un média. Hein, ouais, c'est un média. Ouais. Une chaîne YouTube qui s'appelle ThinkViewer, qui sont des interviews assez longues, décomplexées et sans langue de bois sur des thèmes économiques, politiques, environnementaux et sociétals. Voilà, j'adore. Ok. Je regarde beaucoup et voilà. J'aurais aimé participer à cette aventure qui, à mon avis, démarre pour celui qui l'a fait, parce qu'il commence à avoir pas mal de vues. Mais voilà. Et super, je mettrai le lien vers la chaîne dans la référence du podcast. Est-ce que tu as un livre à recommander? Alors, un livre à recommander qui n'a pas forcément à voir avec les médias. Non. Peut-être un roman, une autobio, un livre de développement personnel. Écoute, moi, il y a le dernier gros livre qui m'a marqué, c'est Karou, de Steve Tessich, qui est un super roman, qui est un auteur américain, qui était un script doctor notamment, qui a écrit pas mal de scénarios et qui, je crois, a gagné un Oscar. Et c'est un roman qu'il a écrit juste avant de mourir dans les années 90. Et qui est un roman merveilleux, semi-autobiographique d'un script docteur alcoolique, brillant, mais qui ne fait que reprendre des scénarios hollywoodiens et les mettre un peu et les formater pour les studios. Donc c'est un espèce d'un artiste un peu frustré, quoi. Il gagne bien sa vie, il est reconnu, mais c'est pas ses créations, quoi. Exactement. Et un jour, un producteur le contacte pour remonter un film, puisqu'il faut aussi du montage. Un film qu'il trouve parfait, en fait. C'est un film, il se dit mais c'est un chef-d'œuvre, et le producteur veut en faire quelque chose de plus abordable pour le grand public. Et donc il est contraint en tant qu'artiste d'aller saboter le travail d'un autre artiste, et en fait en voyant ce film et en remontant le film, il va lui-même un peu réécrire sa vie. Voilà, c'est peut-être... Non, franchement, ça a l'air super intéressant, et je pense que je vais le lire. Ça m'intéresse particulièrement si c'est sur les médias en plus. Autre chose que j'aime bien demander, c'est sur la productivité. J'aime bien savoir si les personnes que j'accueille ici ont des routines ou ont des moyens d'être plus productifs, de mieux s'organiser. Ça peut être, des routines matinales, ça peut être des applications qu'ils utilisent sur leur téléphone pour être plus productifs. Enfin, voilà. Est-ce que toi, tu as quelque chose en particulier qui marche bien chez toi?
Alors, c'est sûr que c'est important d'être bien organisé dans nos vies à 200 à l'heure. Non, je n'utilise pas d'appli. Par contre, évidemment, j'ai des petites routines. Enfin, moi, je sais que je fais pas mal de sport et ça me permet de bien contrebalancer avec la pression du boulot, du travail. Ouais. Donc voilà, j'ai des séances de boxe un peu le mardi et le jeudi qui me permet de défouler. De me défouler ou de ponctuer un peu la semaine. C'est des vrais rendez-vous. Et après, non, après j'ai des moi j'ai des petites séances de lecture le week-end, des scénarios parce que j'ai plus de mal et j'ai pas le temps de les lire en semaine. Okay. Donc j'ai beaucoup de scénarios le week-end. Tu t'alloues une plage le week-end pour ça. Okay. Exactement. Ouais. Génial. Écoute, dernière question. Si y a des gens qui écoutent ce podcast et qui ont du coup un projet, que ça soit créatif, une série animée, un film ou une série tout court, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Eh bien, ouais, je dirais prendre le temps de vraiment travailler son projet. Une fois qu'on le pense abouti, le laisser un peu reposer, le relire un petit peu plus tard. Parce qu'on a tendance à, évidemment, c'est normal à être autosatisfait de soi-même. Et quand on laisse juste un petit laps de temps, on se rend compte que c'est perfectible, que finalement le projet, même sans y penser, il a mûri en nous. Donc vraiment l'envoyer une fois que c'est bien mûr, l'envoyer aux bonnes personnes. Parce que chaque producteur, chaque diffuseur a sa ligne éditoriale. Voilà, donc choisir les gens avec qui on aimerait travailler. Je pense être cohérent en cohérence avec son projet. Être cohérent dans sa démarche, que ce soit avec son co-auteur, avec son producteur. Voilà, être cohérent, bien savoir à qui on s'adresse et être sincère avec son projet et pas écrire ou concevoir un projet pour le marché en se disant tiens, c'est la tendance, je vais le faire. Parce que bien sûr que ça peut marcher et ça marche, mais je suis pas sûr que ça soit c'est pas un conseil que je recommande. Que je recommande aux que ce soit authentique. Ouais, je recommande aux auteurs. Que ce soit original. Exactement, ouais. Et ben super, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup Franck. Merci Simon. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcast préférés et surtout de mettre une note 5 étoiles de préférence dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media. Bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.